Et nous allons passer, Sébastien, sur la troisième partie de cette soirée, troisième et dernière partie de cette soirée qui nous amènera jusque 21h. J'en profite pour redire que vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitch. N'hésitez pas à partager ce live à toutes les personnes autour de vous qui ne connaîtraient pas INRES et qui ont peut-être besoin de bénéficier justement de tout savoir ce lot de programmes qu'on produit depuis presque 7 ans maintenant. 700 heures de programme, je le disais, sur INRES TV. Sébastien, je lance la bande-annonce d'Astrologie des pandémies et on se retrouve juste après. Allez, faisons ça. 2020. A pandemic rages across the globe, from north to south, from east to west. Could this pandemic have been foreseen and therefore contained? What do these time periods have in common, apart from having been the worst pandemics recorded in history? The answer can be found in astrology. And does COVID-19 have the same planetary configuration as these pandemics? In astrology, planets have always been considered bad or good. As we will see, the interaction between Pluto, Saturn, and Jupiter during an eclipse is the cause of pandemics throughout history. While Saturn is considered to represent structure, isolation, and the essential, Pluto represents the virus, destruction, transmutation, and it unveils the hidden. Will we finally reach a peaceful international collaboration as a result of our experience in Saturnian self-isolation and reflection? Et voilà, pour ouvrir le bal, Sébastien, pourquoi le choix de l'arrivée de ce programme sur INRES TV? Des fois qu'on n'en est pas assez parlé, oui, on va parler de pandémie. Alors là, on va avoir un regard très original sur le sujet en se questionnant, est-ce que l'astrologie peut-elle nous donner des clés justement de compréhension sur les événements de masse, comme les pandémies? Eh bien, c'est fort possible. Ceux qui suivent Inexploré et INRES Télé le savent déjà, parce qu'on avait diffusé un documentaire sur l'astrologie où André Barbeau s'était exprimé sur la question, lui qui a prédit depuis une douzaine d'années maintenant justement l'arrivée de cette pandémie en 2020. Effectivement, il existerait des configurations planétaires qui favoriseraient l'apparition des virus. Eh bien, on va en discuter avec Fabrice Pascot, astrologue, que nous recevons pour débattre un petit peu de cette thématique. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Sébastien. Bonsoir David. Bonsoir. Hop là. On est ravis de vous accueillir pour parler de ce programme. Moi, je suis ravi de vous retrouver, Stéphane. Sébastien. Pardon, oui. Sébastien. On est ravis aussi. On rappelle que l'astrologie nous invite à lever les yeux vers le ciel et à observer finalement les influences des planètes, selon la célèbre formule de la table d'émeraude. Tout ce qui est en haut, tout ce qui est en bas, pardon, est comme ce qui est en haut, et oui. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est un peu ça finalement l'astrologie, Fabrice? Oui, c'est une loi d'interrelation qui nous permet de prendre conscience que nous sommes, comme je me plais souvent à le dire, des enfants de l'univers, et que cette voûte céleste au-dessus de notre tête chemine également en nous, et qu'à l'instant donné de notre naissance, il y a la présence de ce ciel en nous, et ce ciel continue de cheminer en nous, tout comme nous cheminons sous la voûte céleste. Voilà. Donc, il y a une interrelation entre le mouvement des planètes, la position de ces planètes dans les signes du zodiaque, et la nature fondamentalement humaine, c'est-à-dire que l'astrologie nous démontre que l'homme est habité par le symbole. Mais l'astrologie, du coup, c'est avant tout un outil de connaissance de soi. Est-ce qu'on peut se permettre, du coup, d'avoir une grille de lecture sur les forces invisibles à l'œuvre sur le plan mondial? Est-ce que c'est vraiment possible? Alors,
moi je n'emploierais pas le terme, si vous me permettez, de forces invisibles, parce que ça peut laisser à penser qu'il y aurait au-dessous de nous des forces mystérieuses qui agiraient à notre insu et nous serions des petites marionnettes. Je dirais plutôt en termes d'énergie. Voilà. Et nous sommes investis de ces énergies, et ensuite la grande question, c'est qu'est-ce que nous en faisons de ces énergies? D'accord? Donc, pour répondre à votre question, sur le plan mondial, effectivement, il y a ce qu'on appelle la théorie des cycles planétaires. Hein. Enfin, en fin de compte, tout part de l'idée de la grande année. Au départ, toutes les planètes étaient alignées, comme des coureurs au départ d'un 100 mètres. Hein. Les planètes étaient toutes alignées, et ensuite, elles sont parties dans leur course, et toutes, en fonction de leur vitesse de déplacement, se sont séparées les unes des autres, et ça a créé notre système solaire. D'accord? Et donc, à partir de là, on a observé la répétition, la formation de cycles, et on les a corrélés avec des événements ici-bas. Vous dites par ailleurs que le thème astrologique, voilà, l'astrologie peut être appréhendée comme un théâtre mythologique. Du coup, c'est aussi vrai pour l'astrologie mondiale, c'est-à-dire que ces planètes vont venir orchestrer les énergies, et du coup, nous allons assister à une pièce de théâtre où, néanmoins, nous recevons ces énergies-là. Oui, alors évidemment, il y a quand même une différence d'approche entre le thème individuel et l'astrologie mondiale. Hein. Le thème individuel, effectivement, on peut partir dans l'étude d'un thème individuel à la rencontre du mythe qui nous anime, notre propre mythe, hein, qui va être un élément, parce que on part du fait que c'est le mythe qui crée notre propre réalité. Donc, le thème individuel astrologique, lors d'une consultation, peut nous permettre, si la demande est là, de partir à la rencontre, à la découverte de notre propre mythe. Hein. Bon, je dévoile pas un secret professionnel, vous vous êtes prêté à la consultation, vous avez vu comment ça se passe, l'interrelation, hein, et le cheminement qui se fait durant une consultation. En revanche, sur le plan mondial, c'est différent. Il est difficile de parler d'un mythe collectif. Comme nous nous sommes complètement coupés, en fin de compte, pour un grand nombre de notre lien avec le cosmos. Alors c'est vrai que jadis, à l'époque des Grecs, des Romains, il y avait des mythes parce qu'ils vouaient des cultes aux dieux, parce qu'ils considéraient les planètes pour des dieux. Donc il y avait des cultes qu'on peut rattacher à des mythes. Mais nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne m'aventurerai pas sur le terrain de pouvoir situer un mythe collectif. Ça serait très, très hasardeux de ma part. Donc au-delà de ça, du coup, quel est le contexte de cette pandémie? Comment un astrologue peut-il justement se dire, tiens, l'apparition d'un virus va être liée à des configurations planétaires particulières? Quel regard vous avez là-dessus? Alors justement, dans l'excellent documentaire L'astrologie des pandémies, hein, que j'ai eu le plaisir de voir, j'étais rentré en contact avec le réalisateur à l'époque, quand il était en train de le mettre en place. Et c'est un documentaire qui est vraiment très très bien. D'abord sur le plan de la conception, la réalisation, il est remarquable. Hein. Et puis en même temps, il nous montre comment se crée l'observation, le travail astrologique. Et comme vous avez pu le voir dans ce documentaire, on observe donc la présence de cycles. Donc le cycle, j'explique, ce sont des mouvements planétaires. Hein. Et au moment où ces cycles se produisent dans le ciel, on regarde les événements qui se passent ici-bas. On crée donc la corrélation. Alors évidemment, cette corrélation-là, elle repose aussi sur la valeur symbolique intrinsèque que l'on accorde à chacune des planètes. Or, pour la pandémie, pour coller au terrain du présent, puisque dans le documentaire, il remonte à 545 avant Jésus-Christ, vous avez vu, et il fait un parcours. On ne va pas repartir de 545 avant Jésus-Christ, tout de même, là, ça va être un peu long. Mais là, la pandémie, on avait noté qu'en 2020-2021, les cycles Jupiter, Saturne, Pluton allaient se retrouver dans le ciel, dans le signe du Capricorne. D'accord? Or, antérieurement, on avait déjà noté que le mouvement de ces trois planètes, quand elles rentraient en relation entre elles, avait un rapport avec des pandémies ou des mouvements géophysiques, des mouvements naturels, auxquels venaient s'intercaler des éclipses lunaires, des éclipses solaires. C'est ce qui a donc fait dire à André Barbeau, puisque vous l'avez cité tout à l'heure, il avait fait cette prévision. Alors je tiens à dire que cette prévision-là, il ne l'a pas faite en 2011, il l'a faite en 1993. Soit 27 ans avant,
Il l'a publié dans un ouvrage. Alors attendez, parce que ce matin, j'ai fait une recherche et il l'a publié dans son livre intitulé L'avenir du monde selon l'astrologie, qui a été publié aux éditions du Félin en novembre 1993. Et André Barbeau, vous permettez que je lise le passage? Il est très court. Allons-y. Alors, André Barbeau disait dans ce passage, alors je commence, hein, le choc du tournant de 2020-2021, à la fin de cette décennie, donc là il remonte à 1993, hein, d'accord? À la fin de cette décennie, et mettant particulièrement à l'épreuve une communauté européenne plutonisée, donc là il fait référence à la planète Pluton, on en parlera tout à l'heure, hein, en touchant le fond du déclin de l'Occident, réduit ici telle l'exiguïté de l'appendice territorial de notre continent, et dans la foulée d'une souveraineté mondiale des USA détrônée, la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton de 2020 est au semi-carré de Neptune et au carré d'Uranus, eux-mêmes en semi-carré. Ça, ce sont des configurations planétaires. Et il précise, conjoncture d'un nouveau désordre général, au cachet de pestilence, affectant la société et la nature. Climat d'épreuves diversifiées, une pandémie nouvelle n'étant pas exclue, non plus que de grandes perturbations écologiques et géophysiques. Voilà. Et ça, c'est en 1993. Donc, André Barbeau est parti donc, de l'observation du cycle planétaire Jupiter-Saturne-Pluton, qui se sont retrouvés toutes les trois en conjonction à la fin du signe du Capricorne. Et pourquoi ces planètes alors? Pourquoi on parle de Pluton notamment, qui est toujours au centre de... Alors, Pluton est une planète qui a été découverte en 1930. Et vous remarquerez que c'est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Après, il y a eu la Hiroshima et Nagasaki. Hein. Et puis, il y a eu la grande crise de 1929 qui était juste avant. Donc, Pluton, dans la mythologie, c'est Hadès, le dieu de l'enfer, celui qui pèse les âmes après la mort, qui les aide à traverser l'Achéron. Donc là, on en revient à l'idée du mythe, quand même. Bon. Et Pluton est la planète la plus lointaine de notre système solaire. Elle est sur la ceinture de Kuiper. Donc, on ne peut pas l'observer à l'œil nu. Et donc, Pluton est une planète, généralement, qui apporte des crises profondes. C'est une planète de ténèbres. Elle est liée, évidemment, aux forces de Thanatos, aux pulsions de mort, mais aussi aux pulsions de régénération. Dans le tarot de Marseille, on peut l'associer à l'arcane 13. S'il y a des gens qui s'intéressent au tarot, la fameuse arcane sans nom. Hein. Donc Pluton est souvent une planète qui va apporter des grandes crises sur le plan mondial, parce que c'est une planète très lente qui met 248 ans pour faire le tour du zodiaque. Et elle était là dans le signe du Capricorne. À Pluton s'est rajouté Saturne. Saturne, dans la mythologie, c'est Chronos, le dieu du temps. Donc Saturne représente un principe de resserrement, de concentration, de solitude. Hein. Dans un thème individuel, généralement, c'est l'élément qu'il véhicule avec lui, entre autres. Et puis Jupiter, qui est un amplificateur, puisque c'est la planète la plus grosse de notre système solaire. Et Jupiter joue en caisse de résonance, il va amplifier. Donc, on a eu la conjugaison de ces trois planètes-là à la fin du signe du Capricorne. Alors, il y a eu d'autres dissonances qui se sont rajoutées, mais je ne vais pas faire un descriptif trop technique, mais voilà pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des carrés, des conjonctions et des transits particuliers qui marquent finalement la rencontre entre ces planètes. Et à la rencontre se passent certains événements. Et André Barbeau, vous et d'autres ont remarqué finalement que lors de ces configurations, un certain nombre d'événements comme l'apparition de pandémies reviennent et du coup, d'une manière un petit peu, vous compilez en fait les informations historiques pour en tirer des conclusions. C'est une approche très pragmatique finalement. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez remarqué dans le documentaire que la démarche est une démarche qui a en soi une discipline à caractère scientifique. Observation d'un phénomène, on en tire une corrélation observation, résultat. Donc, on ne peut pas trouver des démarche plus quelque part rationnelle, c'est basé sur l'observation. Voilà. Alors, vous allez me dire, peut-être ces cycles-là vont peut-être se répéter, parce que c'est des cycles, c'est cyclique. Ça se retrouve dans le temps. Hein. Alors, c'est vrai qu'à l'entour de 2035-2036, on va retrouver encore le cycle Jupiter-Saturne-Pluton en dissonance.
Mais à quoi ça nous sert alors de savoir tout ça? Alors justement, ça, vous voyez, là, c'est la grande question. C'est-à-dire que l'astrologie, comme je voulais l'exprimer au début de mon intervention, nous ramène à notre prise de conscience personnelle et collective. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va continuer comme ça à maltraiter la planète, à vivre comme ça, sur un plan matérialisme, d'accumulation de matière et autres, et on va continuer à maltraiter la planète comme ça, ad vitam aeternam, jusqu'à la grande catastrophe, ou alors il va y avoir une prise de conscience collective, un changement, un nouveau paradigme, qui fait que lorsque ces cycles se reproduiront, nous serons prêts pour pouvoir les accueillir et éviter le pire. Voilà, ne pas être pris au dépourvu, ne pas être pris à notre propre jeu. Voilà. Et ça, c'est l'affaire de chacun, parce que vous savez que la prise de conscience collective, ça commence par une prise de conscience individuelle, le collectif n'étant qu'une mosaïque d'individus additionnés les uns aux autres. Voilà. Donc, l'astrologie, justement, sert à nous avertir. Et dans le cadre d'une consultation individuelle, l'astrologie joue comme un guide, enfin, je dirais pas un guide, parce qu'on n'est pas là pour guider la vie des autres, mais ça éclaire et ça apporte des informations qui permettent de se préparer aux événements et de ne pas vivre donc les événements de la vie comme une fatalité. David, je crois qu'on avait des questions. Oui, alors c'est plus une petite précision parce qu'on nous a posé la question dans le live. Alors là, je vais faire une petite digression par rapport au sujet de cette troisième partie. On me demandait, Sébastien, si enfin, les gens sont en train de se rendre compte que ce qui est dans Inexploré n'est pas forcément sur INRES TV. C'est pas le même contenu qui est adapté. Ah oui, tout à fait. Vous avez le magazine Inexploré qui vous propose des podcasts, des articles, des magazines et plein de belles choses. Sur INRES Télé, vous avez des vidéos, des documentaires, et il y a évidemment des passerelles en termes éditoriaux, mais ce n'est pas du tout le même contenu. Donc vous avez tout intérêt à vous abonner aux deux. Tout à fait, c'est un contenu qui est complémentaire, quoi, qui vient autant enrichir par le papier sur certains articles, et puis on retrouve d'autres thématiques sur des documentaires comme celui-ci, Astrologie des pandémies, qu'on retrouvera à l'antenne, si je ne dis pas de bêtises, c'est pas mercredi prochain, c'est celui d'après. Sébastien, je propose qu'on diffuse un extrait de 3 minutes du film qui va permettre du coup à vous qui êtes devant vos écrans, que vous nous suiviez sur YouTube, Facebook ou Twitch, de plonger justement dans l'astrologie des pandémies, et puis on poursuivra cet entretien avec Pascal juste après. « 2020. A pandemic rages across the globe, from north to south, from east to west. Many have died, and many others are still suffering. Lockdowns have created limited social contact and have caused psychological distress. Could this pandemic have been foreseen and therefore contained? Well, there are no doubts that our exploitation of animals and its related hygiene problems facilitate the spread of zoonotic diseases, such as it is thought to be the case with COVID-19. Another approach will be discussed in this video, one that does not oppose scientific findings, but rather gives a description of astrological and astronomical findings to aid synergistically in the prediction of future pandemics. Can astrology help us?
541 AD, port of Pelusium, near Suez in Egypt. Byzantine historian Procopius, who lived at the time, described how there was a pestilence by which the whole human race came near to being annihilated. By 542, the pestilence reached Byzantium, contemporary Istanbul, the center of the Eastern Roman Empire. The plague killed between 30 and 50 million people, and it was named the Plague of Justinian due to the Roman emperor of the time. Many historians believed that this outbreak contributed to the decline of the Roman Empire. Yersinia pestis was the culprit. This bacterium came back during the Middle Ages, from 1345 to 1352, killing between 75 and 200 million people, wiping out up to 50% of the European population of the time. This outbreak is still known today as the Black Death. 1520. When conquistador Hernán Cortés defeated the Aztec Empire, an estimated 90% of Native Americans were killed by smallpox, which was brought to the Americas by the conquistadors. In addition, many other diseases were introduced to the natives, such as leprosy, tuberculosis, malaria, and measles. On the other hand, as a result of the rapes perpetrated by the conquistadors, it seems that syphilis was brought to Europe. 1918. As the world was entering the last year of World War I, a pandemic killed 50 million people, surpassing the estimated number of deaths of civilians and soldiers caused by the war itself. This pandemic is known as the Spanish flu. 1981. AIDS, the condition caused by HIV, was first clinically observed in 1981. This pandemic is still ongoing and has caused 35 million deaths. What do these time periods have in common, apart from having been the worst pandemics recorded in history? The answer can be found in astrology. And does COVID-19 have the same planetary configuration as these pandemics? Et nous revoilà donc du coup sur les réseaux de l'INRES. Fabrice, mille excuses, j'ai écorché votre prénom juste avant l'extrait. Ça m'arrive moi aussi, donc voilà. Je voulais juste préciser que la date de diffusion de l'astrologie des pandémies, c'est le 22 septembre sur INRES TV, uniquement sur donc du coup www.inrestv.com. Et Sébastien, je te repasse la main pour la deuxième partie de cet entretien. Voilà, c'est à toi. Encore une exclusivité francophone, hein, ce film sur INRES TV. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Exactement. Le film nous montre donc des configurations planétaires spécifiques entre Pluton, Jupiter, Saturne, amènent des événements particuliers. On l'a vu dans l'extrait, la peste justinienne, la peste noire, en 1500, les virus et maladies amenées par les conquistadors, la grippe espagnole et cette pandémie de la Covid-19. Vous avez évoqué comme ça une répétition de ces configurations en 2035 et certains internautes s'interrogent. Selon vos recherches, est-ce que ce genre de configuration nous amène particulièrement à des pandémies ou est-ce que ça peut aussi être d'autres types d'événements de masse? Oui, mais tout à fait. Il y a la probabilité, entre guillemets, que ça puisse être une pandémie, mais ça peut être aussi des mouvements d'ordre géophysique. Hein, parce qu'évidemment, alors, sans vouloir alourdir le propos par des termes techniques, en 2020, on a eu une concentration, c'était une conjonction, c'est quand les planètes sont côte à côte. Hein. Donc c'est l'aspect le plus fort, parce que la conjonction, c'est le départ de tous les cycles. C'est un peu l'œuf. Voilà. Bon. Et puis, il y avait l'indice cyclique aussi, qui était très très bas, qui est une forme d'approche et de calcul. Donc, on était vraiment dans une période de creux, de creux, de creux. Et puis, dans le signe du Capricorne, qui est un signe hivernal, plutôt d'intériorité, de sombre. Bon. Alors en 2035, parce que le documentaire s'achève, ils annoncent l'éventualité d'un retour d'une pandémie en 2036. Or, moi, d'après mes recherches, ça commencerait dès octobre 2035. La zone, si vous voulez, la plus sensible serait entre octobre 2035 et mars 2036. Voilà. Bon. Avec des périodes de pointe, bref. Bon. Alors donc, pour répondre à votre question,
L'éventualité d'une pandémie est possible parce qu'on a repéré qu'à chaque fois que ces planètes-là sont entrées toutes les trois en dissonance avec l'alternance d'éclipses dans les signes cardinaux, qui sont des signes de démarrage, donc il y avait des pandémies. Mais ça peut être aussi des problèmes au niveau lié à la nature, ça peut être des problèmes telluriques, hein, avec évidemment des grandes conséquences, comme vous pouvez imaginer, également sur le plan de la vie économique, puisque dès qu'il y a une catastrophe, il y a forcément la chaîne qui s'engage. Et ça va se faire dans les signes fixes, dont le taureau, qui a à voir avec la terre, l'agriculture, le biologique. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément une pandémie, mais de toute façon, quand on arrivera en cette période-là, ça sera une période qu'il faudra observer parce qu'il y a un risque, indéniablement. Il se passera quelque chose, c'est sûr. Donc, on est en 2021, c'est dans 14-15 ans, on peut s'y préparer. Hein. C'est l'objectif au final de ce genre d'analyse, c'est de se dire, attention, il y a une tendance qui peut nous amener par ici ou par là, et en prendre conscience peut changer déjà un petit peu les choses par nos attentions et par tous les mécanismes qu'on va mettre en place pour se protéger. Absolument. Pour arriver à être prêt et à amoindrir le choc au niveau mondial, quoi. Parce que là, ce sont des configurations de nouveau mondiales. Hein. Oui. Alors, on ne peut pas s'empêcher de vous demander quels sont vos sentiments pour l'avenir proche, parce que vous parlez de 2035, mais est-ce que pour 2022, vous constatez des configurations planétaires particulières ou quelles sont les tendances? Quelle est la météo du ciel en ce moment? Vous parlez pour la période présente. Pour les quelques mois à venir, pour l'année à venir. Là, pour l'année 2021, nous sommes encore sous le cycle Saturne-Uranus, qui sont en carré. C'est un angle de 90 degrés. Donc le carré est un aspect de tension, de difficulté. Et nous avons Saturne-Uranus qui sont deux planètes qui sont symboliquement diamétralement opposées. Saturne, c'est le passé, l'histoire, le conservatisme, la tradition. Uranus, c'est le futur, la modernité, la rébellion, la liberté. Ces deux planètes sont en carré. Et elles ont en commun, au niveau de la composition, le sec. Donc ce qui est sec finit toujours par craquer. Hein, voilà. Et donc, on est encore sous la configuration Saturne-Uranus jusqu'à la fin de l'année. Le cycle se recrée une dernière fois le 24 décembre. Donc, on n'est pas encore sorti des difficultés. Et Saturne-Uranus, c'est très dur. Saturne, c'est, si vous voulez, Uranus, c'est la liberté, Saturne, c'est la restriction. Vous voyez où je veux en venir? La fameuse restriction des libertés. Hein, ouais. Voilà. Mais alors, ça va s'entrechoquer, tout ça. Alors, oui, on est encore dans cette dynamique-là. Et après, l'année prochaine, en 2022, à partir du 12 avril, va se créer le cycle Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons. Alors, qu'est-ce que ça nous... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Jupiter-Neptune en Poissons, c'est carrément l'opposé du cycle Saturne-Uranus, mais complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'en l'espace d'à peine un an, on va basculer d'un extrême à un autre, si j'ose dire. Alors, je ne sais pas, au niveau de la conscience, comment on va faire pour s'adapter à un changement aussi rapide. Mais cela étant dit, ça commence déjà, parce qu'il y a une prise de conscience, il y a des réactions, il y a bon. Alors, le cycle Jupiter-Neptune en Poisson, il est exceptionnel pour nous autres petits bonhommes sur cette Terre, parce que la dernière fois où ces deux planètes se sont retrouvées dans le signe des Poissons, c'était en 1856. Alors, Jupiter-Neptune se retrouve dans le ciel tous les 12-13 ans. Mais dans le signe des Poissons, c'était en 1856 parce que Neptune a un cycle de 164 ans pour faire le tour du zodiaque. Vous comprenez? Et Jupiter, c'est 12 ans. Donc, Jupiter rencontre Neptune tous les 12-13 ans. Sauf que Neptune, il est très très lent pour faire le tour. Donc, Jupiter-Neptune en Poisson en 1856. Alors, 1856, j'ai regardé... Ça a été la naissance de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Jupiter, Neptune, Poisson, on est dans le monde de l'inconscient et du symbole. Et puis, ça a été aussi l'année des grandes crues et des grandes inondations en France. Jupiter, Neptune en Poisson, ce sont les grandes eaux. C'est tout ce qui déborde. Donc, on a déjà des petits signes d'alerte en ce moment, un petit peu partout, hein, des inondations. Il y a eu beaucoup d'inondations cet été déjà. Oui. Il y a déjà, au nord de la France, en Belgique, dans l'Est et en Belgique, etc. Voilà, c'est même le cas à Agen, je crois, oui, il y a quelques jours, c'est pas d'ailleurs, mais je ne sais même pas si c'était pas il y a 2 ou 3 jours, à Agen était vraiment sous les eaux. Exactement. Donc il y a déjà des signes avant-coureurs, donc il y a un risque
encore d'avoir des phénomènes de ce type. Alors maintenant, pour passer sur un plan quand même beaucoup plus positif, hein, parce que les choses ne sont jamais unilatérales. Jupiter-Neptune en Poisson, par contre, c'est tout ce qui nous rattache à la nature, à la spiritualité. C'est le tissu humain, donc tout ce qui nous lie les uns aux autres. Jupiter-Neptune en Poisson, c'est pas belliqueux. C'est tout le contraire de Saturne-Uranus qui sont plutôt dans la résistance et le repli, les fameux replis communautaires auxquels on assiste en ce moment. Jupiter-Neptune, c'est le rassemblement, c'est la communauté humaine. Donc, c'est des valeurs spirituelles, des valeurs humanistes qui sont en mouvement dans cette dynamique symbolique. Hein. Donc, on peut imaginer qu'il y ait là l'amorce d'un début de prise de conscience collective par rapport à la vie, par rapport à la planète. Ce ne sont pas des planètes qui sont plutôt favorables à la vie matérielle, parce que Neptune tend plutôt à dématérialiser ce qu'il rencontre. Vous voyez ? Donc, on n'est pas dans le matérialisme, alors qu'actuellement, on est encore en plein dedans. On voit même que le corps scientifique ne s'entend pas. Vous voyez, il y a des divorces partout. La communauté scientifique n'est même pas capable de se mettre d'accord sur la manière dont on doit traiter ce virus. C'est quand même incroyable. On assiste quand même quelque part, vous savez, à quelque chose d'intéressant, à une forme d'échec de la pensée matérialiste en ce moment. Hein. Celle-ci va être obligée de se remettre en question. C'est vrai. Parce que et ça, vous le décryptez avec sur un plateau de télé, vous avez deux scientifiques qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres et qui s'affrontent. Alors vous me direz qu'il y a toujours eu des affrontements dans le corps scientifique, mais là, c'est tellement flagrant et ça crée des réactions, ça crée des ruptures énormes. Alors Jupiter-Neptune, c'est plutôt une planète c'est plutôt un cycle qui rassemble. Et puis, si vous me permettez de continuer encore un petit peu sur ce terrain-là, oui. Oui, allons-y. En même temps, parce que l'année prochaine, pour nous en France, ça va être l'année des élections présidentielles. Voilà, je m'en doutais bien, c'est pour ça que je viens au-devant de vous. Alors, il faut quand même savoir que le cycle Jupiter-Neptune, c'est le cycle qui régit la 5e République. Et également, il a régi la 3e République. C'est un cycle qui se répète au moment où il y a une nouvelle République qui est fondée. Or, l'année prochaine, ce cycle se recrée. Ça correspond au moment des élections présidentielles. Est-ce qu'on va aller vers la naissance d'une 6e République? Est-ce qu'on va prendre conscience que peut-être cette constitution, que cette 5e République ne correspond plus aux mentalités, aux valeurs de demain? C'est possible. Ça, vous imaginez du coup un tournant sur les préoccupations finalement des Français et puis des habitants de cette planète dans les prochains mois finalement. Une sorte de tournant comme ça un peu historique, tourné vers des questions à la fois plus écologiques. Alors après, comment ça va se mettre en place? Imaginez, là je suis en train de vous faire un scénario, hein. Il n'engage que moi, hein, mais puisque là j'en profite pour illustrer. Imaginez-vous qu'aux prochaines élections présidentielles, on arrive à un taux d'abstention jamais atteint. Imaginez-vous qu'on arrive à 70% d'abstention. Ça mettrait en question la légitimité de ces élections présidentielles. Cette vague collective qui se dirait non à ces élections, il y en a assez de ce suffrage universel direct, ça ne correspond plus à rien, ça ne veut plus rien dire, on n'en veut plus. Peut-être que ça serait le démarrage d'une réflexion collective et d'une remise en cause de ce système sur lequel nous sommes depuis... ce système-là, il a été fondé par le général de Gaulle, c'était à sa mesure, à l'époque. Maintenant, on est en 2021. Alors, c'est un exemple que je vous donne. Ça peut se passer tout à fait autrement. Mais toujours est-il que c'est un cycle qui est très bon. Par exemple, pour vous, l'INRES, il est magnifique ce cycle pour vous. Par rapport à votre thématique, ça peut marquer encore un essor prodigieux pour vous là. Parce que c'est tout ce qui est... C'est une bonne nouvelle pour conclure ce live. J'en profite pour remettre l'adresse du site alors. Ah oui, voilà. C'est pour tout ce qui est des questions qui sont liées à la vie spirituelle, la vie religieuse aussi. Hein. C'est un excellent cycle. Mais alors évidemment, attention, hein, ça peut être le cycle des grandes illusions. Voilà, on se laisse entraîner dans des mouvements parce que c'est pas un cycle de matérialisation. Attention. Donc ça va nous demander un grand sens du discernement. On est là pour ça aussi, donc ça tombe bien. Oui, parce que vous, l'INRES, c'est votre but, vous faites la synthèse et justement, vous allez être à ce moment-là, je pense que ça va être pour vous une année, entre autres, qui devrait être intéressante
pour vous. Bon, bah, espérons, cher Fabrice. Merci en tout cas pour, alors pour ces pronostics. Hein, vous l'avez compris, pour tous les internautes qui nous suivent, il y a des éléments factuels avec la carte du ciel. Et puis après, ben, on est humain et on a envie de se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait arriver? Et là, on pronostique, et là, ça reste évidemment hypothétique. Après, en ce qui concerne chacun d'entre nous, ces cycles-là, ils opèrent aussi dans les thèmes individuels. Mais ça va jouer différemment en fonction du thème astrologique de chacun et à l'endroit où ce cycle va se former. Vous voyez? Super, bah, je crois qu'on arrive déjà à la fin de ce live, David. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Tout à fait, non, on est à la fin du live. On va libérer Fabrice. Bah écoutez, ça a été un plaisir. Je sais que les journées sont bien remplies et maintenant, bah, ce soir était bien rempli aussi. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation, Fabrice. Bah, ça a été un plaisir, David et Sébastien. Bah, à bientôt et bonne continuation. Hein. Merci, Fabrice. On se retrouvera très bientôt. Juste pour une petite confidence auprès de ceux qui nous suivent, on se retrouvera très bientôt en podcast avec Fabrice sur Inexploré Digital. Oui, vous avez compris. Ça sera avec plaisir. Pour parler justement des défis qui nous attendent en 2022 et dans les années à venir. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt, Fabrice. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Sébastien, effectivement, tu as tout à fait raison. On arrive à la fin de ce live. Je tenais juste à faire quelques petites précisions parce que c'est toujours bon de rappeler que effectivement, INRES TV, c'est 700 heures de contenu vidéo. Vous avez des émissions, des interviews, des reportages, des grands documentaires. Voilà, vous avez des films comme ça sur lesquels vous avez que INRES TV pour le découvrir parce qu'on s'engage énormément sur les productions qu'on met en place et qu'on achète. C'est pas un documentaire ou c'est pas des contenus que vous allez trouver sur YouTube, c'est uniquement sur INRES TV et aujourd'hui ça représente presque 700 heures de programme. On y retrouve beaucoup de documentaires, de programmes animés, notamment par Stéphane X, puisque Seb, pendant quelques instants, tu t'es appelé Stéphane tout à l'heure. Fabrice, oui, il m'a appelé Stéphane, comme toi tu l'as appelé Pascal, je crois. Tout à fait. Ce qui t'autorisera au prochain live, Seb. J'ai une petite cartouche à jouer. Voilà, exactement. Tu peux m'appeler comme tu veux la prochaine fois. Tu m'appelles Nadine si tu le souhaites. Pour être plus sérieux, revenir plus sérieusement, vous avez donc sur www.inrestv.com, vous avez donc ces 700 heures de programme, c'est 6,90 € par mois, c'est 14 jours sans engagement. Voilà, donc c'est vraiment à découvrir. Je vous invite vraiment à en parler autour de vous, notamment parce qu'on rentre dans une période où il est bon de trouver du contenu qui a du sens. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, ça devient impératif. Donc, on espère que vous trouverez un accompagnement sur l'INRES, que ce soit avec INRES TV ou avec Inexploré. On essaie de vous proposer des enquêtes qui sont à la fois incarnées, à la fois intemporelles. Vous apprenez plein de choses sur l'Ayurveda, sur l'astrologie, sur nos croyances, sur les religions. Et j'espère que voilà, ça vous inspire d'une manière pratique aussi dans vos vies, parce que comme l'a dit Fabrice, on œuvre aussi pour vous aider à vivre mieux, tout simplement. Donc, merci pour votre soutien, ça nous permet de faire toutes ces enquêtes et comme l'a dit David, de proposer tous ces reportages. Donc, merci encore à tous ceux qui nous suivent et qui sont abonnés à la chaîne et au magazine. Tout à fait, et j'en profite aussi pour remercier tous les gens qui ont suivi ce live. C'était une première pour nous, donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire vos retours. Est-ce que vous avez envie de le revoir? Est-ce que vous avez envie de voir d'autres choses? On sera vraiment à l'écoute de vos propositions. Également, le live sera redisponible en replay à partir de demain. Voilà, c'était une belle soirée que nous avons passée tous ensemble. Sébastien, je te laisse le mot de la fin, juste avant de lancer une petite vidéo qui récapitule ce qu'est INRES TV, une petite vidéo pour ceux qui ont suivi les 1h30 de live qui ont annoncé les 3 nouveaux programmes des prochaines semaines sur INRES TV. Voilà, vous l'avez déjà découvert, mais on le remettra une petite dernière fois pour vous qui est arrivé en cours de route. Oui, merci David. Écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis et de vos proches. Et quand ça va pas bien, prenez encore davantage soin de vous et de vos proches. C'est aussi comme ça qu'on sauvera le monde, en étant attentif à tout un chacun. Donc on espère avec Inexploré et l'INRES vous inspirer dans cette voie de conscience et de lumière. Merci en tout cas à tout le monde. Merci, bonne soirée à tous. À bientôt.